Dans cette vidéo, nous abordons les principes de prise en charge des fractures du talus. Le topo a été réalisé par le docteur Touvenin, sous la direction du docteur Lecoani. Les fractures du talus sont des fractures rares. Elles représentent 0,1 à 2,5% de l'ensemble des fractures. Elles touchent préférentiellement les sujets jeunes, préférentiellement les hommes. Dans les cas, il s'agit de fractures ouvertes. En effet, les fractures du talus surviennent lors de traumatismes à haute cinétique, notamment les accidents de la voie publique, ou lors d'une chute d'une hauteur élevée. La position du talus dans la cheville est centrale, et son anatomie est complexe. C'est un os particulier puisqu'il est recouvert à 70% de cartilage et ne possède aucune insertion tendineuse ou musculaire. Sa surface supérieure s'articule avec le pilon tibial. En avant, sa tête s'articule avec le naviculaire et le sustentaculum tali du calcanéum. La partie inférieure du corps s'articule avec la facette postérieure du calcanéum. Le processus latéral s'articule avec la facette postérieure du calcanéum et la malléole externe. Le processus postérieur, composé du tubercule médial et du tubercule latéral, forme un sillon pour le long fléchisseur de l'hallux. La partie médiale du corps s'articule avec la malléole interne. On décrit plusieurs parties anatomiques dans le talus impliquées dans de différentes proportions dans les fractures. Le col, principale zone de faiblesse du talus, qui est atteint dans 50% des cas de fracture du talus. Le mécanisme de ces fractures est une dorsiflexion associée à une compression axiale. Les fractures du corps du talus, qui comptent pour 24% de l'ensemble des fractures du talus. Elles résultent de mécanismes de supination ou pronation forcée du pied. Le processus latéral est atteint dans 10% des fractures. Le mécanisme fracturaire est une dorsiflexion forcée associée à une inversion du pied en rotation externe. Elles sont couramment retrouvées chez les snowboarders, d'où le nom de fracture du snowboarder. Attention, il faut se méfier de ces fractures qui peuvent passer inaperçues. Certaines études rapportent jusqu'à 60% de non-diagnostic de ces fractures. Il faut y penser devant un traumatisme en inversion-rotation externe et un tableau clinique d'entorse de cheville avec imposance fonctionnelle et douleur située juste sous la malléole externe. Rarement fracturé, seulement 2% des cas. Et enfin, le processus postérieur est très rarement atteint. La vascularisation du talus, décrite par Wildenhauer en 1950, est particulière, puisque majoritairement extra-osseuse. Le talus reçoit des branches de l'artère tibiale antérieure, de l'artère tibiale postérieure et des perforantes de l'artère fibulaire. L'artère tibiale postérieure vascularise via l'artère du canal du tarse la majeure partie du corps du talus, et via des branches calcanéennes la partie postérieure du talus. L'artère deltoïde est une branche de l'artère tibiale postérieure, située à la face profonde du ligament deltoïde. Elle vascularise le corps du talus et peut être, lors de fractures du col, le seul moyen de vascularisation restant. L'artère tibiale antérieure, quant à elle, vascularise la tête et le col du talus. Les perforantes de l'artère fibulaire vascularisent via l'artère du sinus du tarse la tête et le col. La première classification des fractures du talus remonte à 1952, avec Coltart, qui propose une classification anatomique, séparant les fractures du corps, du col et de la tête du talus. En 1967, Buttel-Levit-Voet propose une nouvelle classification, avec cette fois-ci la notion de déplacement et surtout de luxation. Le stade 1 correspond à des fractures peu ou pas déplacées sans luxation. Le stade 2 correspond à une fracture-séparation transversale avec luxation sous-talienne. Et enfin, le stade 3 correspond à une fracture avec énucléation du fragment postérieur. C'est en 1970 que Hawkins fait la distinction entre les fractures totales, c'est-à-dire du corps ou du col, et les fractures parcellaires, c'est-à-dire de la tête, du processus latéral ou du processus postérieur. Il propose pour chacune d'entre elles 3 stades, qui ont des implications thérapeutiques et pronostiques sur le risque de nécrose. Concernant les fractures totales, le stade 1 est une fracture non déplacée. Le stade 2 correspond à une fracture associée à une luxation sous-talienne, et le stade 3 à l'association d'une luxation sous-talienne et tibiotalienne. En 1978, Canale et Kelly ajoutent un 4e stade à la classification, la luxation sous-talienne, tibiotalienne et talonaviculaire. C'est cette classification que nous utilisons aujourd'hui. Elle est pronostique du risque de nécrose. Hawkins décrit aussi une classification pour les fractures parcellaires. C'est cette classification qui dicte les indications chirurgicales de ces fractures. Le stade 1 correspond à un simple arrachement. Le stade 2 correspond à une fracture non comminutive avec un déplacement inférieur à 2 mm pour le stade 2A ou supérieur à 2 mm pour le stade 2B.
Et enfin, le stade 3 correspond à une fracture comminutive. Concernant le traitement de ces fractures, pour les fractures de Hawkins stade 1, c'est-à-dire non déplacées, ou les fractures parcellaires stade 1 et 2A, le traitement est orthopédique, consistant en une immobilisation par une botte en résine pour une durée d'au moins 6 semaines. Pour les fractures de stade Hawkins 2 ou les fractures parcellaires 2B, le traitement est chirurgical, soit par une ostéosynthèse percutanée si la réduction par manœuvre externe de la fracture est possible, soit, lorsque cette dernière est impossible, on réalise alors une ostéosynthèse à foyer ouvert à l'aide de vis ou de plaques adaptées. L'avantage d'éviter l'abord du talus est la préservation de la vascularisation. Cependant, il faut être certain de la réduction articulaire de ces fractures. Pour les fractures de stade Hawkins 3, le traitement est le même, soit percutané, soit par abord, avec quand même la nécessité d'aborder ces fractures plus fréquemment, car la réduction peut être difficile. Enfin, les fractures stade 4 nécessitent quasiment toujours une ostéosynthèse à foyer ouvert, du fait du caractère irréductible de ces luxations. Enfin, pour certaines fractures, notamment les fractures parcellaires comminutives, du processus latéral ou du processus postérieur, une prise en charge arthroscopique pour résection des fragments est possible. À noter que l'arthroscopie peut aussi être utilisée pour le contrôle de la réduction lors de l'ostéosynthèse percutanée de certaines fractures. Enfin, il est important de noter que les fractures du talus sont des fractures de mauvais pronostic, avec un risque de séquelles important dont il faut savoir prévenir le patient. 50% des patients gardent des douleurs à 2 ans et 9% marchent avec une aide. La majorité des patients ont grandement diminué, voire arrêté le sport. La principale complication des fractures du talus est l'arthrose, atteignant majoritairement l'articulation sous-talienne, mais pouvant aussi bien toucher les compartiments tibio-taliens et talon-naviculaires. Lorsqu'elle est symptomatique, elle peut être prise en charge par une arthrodèse de l'articulation concernée ou une prothèse de cheville. Moins fréquente mais plus redoutée, la nécrose avasculaire du talus. Elle complique 31% des fractures, tous stades confondus. Son incidence est la plus importante dans les énucléations du talus, jusqu'à 100% dans certaines séries. Les fractures du col sont moins à risque que celles du corps. Elle est plus importante chez les polytraumatisés et dans les fractures ouvertes. Le délai de prise en charge n'a pas d'incidence sur le taux de nécrose. La revascularisation du talus peut être suivie sur des clichés radiographiques simples. C'est le signe de Hawkins, une clarté sous-chondrale visible à partir de 6 semaines, qui correspond à l'ostéopénie réactionnelle dans un talus encore vascularisé. Sa présence signe la revascularisation du talus, mais son absence est aspécifique. On pourra alors être amené à réaliser des examens complémentaires, notamment une IRM. Radiologiquement, la nécrose du talus va se voir par l'ostéocondensation du talus, qui apparaît entre 3 et 9 mois. Pour conclure, il faut retenir une classification, celle de Hawkins modifiée, qui a un impact thérapeutique et pronostique. Il y a 2 grandes catégories de traitements, orthopédique et chirurgical. Et enfin, 3 principales complications, que sont la nécrose du talus, l'arthrose et la persistance de douleur. Pour aller plus loin, nous vous recommandons la lecture de 3 articles. Il s'agit de revues de la littérature publiées respectivement dans le Journal de l'Académie américaine d'orthopédie, ainsi que dans Foot and Ankle Orthopedics et Injury. Ces revues de la littérature reviennent sur les principes de diagnostic et de prise en charge chirurgicale de ces fractures du talus. Merci d'avoir vu cette vidéo. Vous pouvez suivre l'actualité scientifique de notre département en vous abonnant à notre chaîne YouTube OrthoLivestream. Merci et à bientôt.